crois on va pouvoir démarrer, le quart d'heure de politesse est passé. Ok. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Hervé Potin de l'agence Guinet Potin, qui est une agence située à Nantes et qui fait beaucoup de commandes publiques et de logements. Alors l'agence Guinet Potin, c'est deux personnes, Anne-Flore Guinet. Ça résonne pas mal là. Donc qui est architecte, plasticienne, diplômée en 97. Donc l'agence date de 2002. Donc avant cela, un diplôme d'architecte au milieu des années 90, en 97 pour Anne-Flore Guinet, en 96 pour Hervé. Ensuite, tous les deux ont un peu collectionné des bourses, diverses bourses. Une bourse EDF avec une résidence à Barcelone pour Anne-Flore. Un travail au Japon également. Hervé était pensionnaire de la Villa Médicis en 99. Lauréat d'une bourse L'Envers des villes. Je ne sais plus à quelle date. Ils ont participé à des Europans. Et donc ensuite, ils ont ouvert une agence en 2002. Entre-temps, en particulier, Hervé a travaillé avec Édouard François et Duncan Lewis, que je pense que vous connaissez, dans l'agence François Lewis. Puis il était lui-même associé à Duncan Lewis, dans l'agence Lewis Potin Lewis. Il a travaillé sur le projet d'Aubernay, qu'on connaît tous ici, qui a été fait avec Klein et Baumann de Mulhouse. Ce projet est dans les revues ou les livres, on voit ce que c'est soit Klein Baumann, soit Duncan Lewis, jamais les deux, mais jamais Hervé Potin. Donc une vérité historique est rétablie. Il a également travaillé sur la cité manifeste de Mulhouse à l'occasion de sa collaboration avec Duncan. Et donc ensuite, avec Anne-Flore Guinet, ils ont ouvert cette agence, dont on verra je lui laisse le soin de présenter bien sûr les projets. Juste une petite chose encore en fait importante, un projet de cette agence se trouve dans l'expo Habité écologique dont vous connaissez le catalogue, l'expo probablement. Ce qui est un peu, c'est pas disons étonnant, mais ils n'ont pas produit de bâtiments qui soient emblématiques d'une basse consommation passive ou positive, et donc pourtant ils figurent dans ce catalogue. Et ça c'est assez important puisqu'il y a des justes critiques sur le développement durable ou l'approche écologique qui serait unique. Le point d'entrée focal sur le projet, c'est évidemment, ce serait bien sûr stupide. Et il y a des démarches qui sont justement beaucoup plus complètes. Et en fait, c'est par leur approche complète et multiple que finalement ils figurent dans ce catalogue et non pas par uniquement la consommation du bâtiment. Donc en fait, très rapidement, on a bien sûr un petit peu discuté. En fait, il y a la question des petits budgets sur lesquels ils ont été obligés de travailler au départ, comme souvent dans les premiers projets qu'on fait, et même ensuite. Mais il y a surtout cette approche multiple qu'ils ont pu développer peut-être dans les bourses, dans leur parcours après leurs études, qui font qu'ils mobilisent finalement un faisceau de contraintes très large, très complet, donc qui s'apparente à l'approche transversale qu'il faut développer pour avoir une approche environnementale. Donc ça va vous le verrez, du traitement de la densité selon la position urbaine jusqu'aux matériaux, qui est un élément très important. Donc je passe immédiatement la parole à Hervé, qui a beaucoup de diapos. Il les passera relativement vite, on aura peut-être peu de questions, mais on verra tout à l'heure, sauf si... Voilà. Ah non, c'est là. Pardon, bonsoir à tous, ça marche ? Est-ce que c'est bon au niveau du son ? Merci Eric de m'avoir invité, merci à l'école d'architecture de Strasbourg. Effectivement, je vais faire un petit retour dans le temps. Donc, comme l'a dit Eric, Anne-Flore est diplômée en 97, moi je suis diplômé en 96. Après ce diplôme, on a été tous les deux bosser à Paris, puisqu'il y avait un contexte rennais qui n'était pas forcément très favorable à un épanouissement en agence. Anne-Flore a bossé chez Ovet et moi j'ai bossé chez François Lewis, comme le disait Eric. Suite à ça, on a eu la bourse de la Villa Médicis en 98, qu'on a décroché sur un thème de recherche qui
qui se dénommait matière d'architecture, qui consistait en fait à la fabrication de prototypes, de maquettes, de matières, pour définir un peu ce que nous on ressentait par rapport à ça. Alors c'est vrai que c'était lié évidemment à ce qu'on avait déjà connu en agence chez François Roche ou chez François et Lewis. Et donc ce travail de recherche a abouti à la fabrication donc, de plusieurs prototypes à l'échelle 1 de 1 mètre, de dimension 1 mètre par 1 mètre. L'essentiel sur des panneaux préfa en béton, qui était pour nous une façon d'explorer à la fois la matière, donc en l'occurrence le béton, des télescopages avec d'autres formes de matériaux. Ici, c'est des espèces de tubes en plastique d'arrosage dans lesquels on incrustait des fausses fleurs qui pour nous pouvaient devenir des potentiels, en tout cas imaginaires d'architecture. Donc c'était un peu une création à la fois prototypale et en même temps vers l'idée de construire des choses un petit peu oniriques, imaginaires et assez narratives. Donc voilà les détails. On en a fait plusieurs de ces prototypes. Vous en avez un au milieu, moulage béton. Et donc ce projet de recherche a donné lieu à la publication de ce petit bouquin que je laisserai à la bibliothèque, hein, qui a déjà 10 ans, donc c'est un livre de jeunesse, mais c'est vrai qu'il décrit un petit peu ce qu'on a fait, et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on produit, qui est un peu issu de ces explorations-là. Là, c'est l'image où vous êtes censé rire, mais vous rigolez pas. C'est fait partie également de ces explorations sur le... Alors, c'est à la fois sérieux et pas sérieux. C'est une exploration sur le thème du contexte et du paysage. En l'occurrence, un paysage breton. Comment fabriquer une architecture qui serait contextuelle par rapport à un paysage. Est-ce que le contexte, c'est le pavillonnaire qu'on trouve toujours en Bretagne ou pourquoi pas le contexte animalier de ces vaches Holstein qui broutent l'herbe bretonne. Alors c'était une sorte de collage un peu ludique, un peu jeu, mais en même temps qui reflète un peu nos préoccupations sur ce contexte qui est pour nous assez large. C'est pas, quand on parle de contexte, c'est pas forcément le territoire géographique, mais ça peut être aussi territoire politique, sociologique, animalier, culturel, etc. Bon, toujours en Italie, c'est des recherches un peu plus exploratoires sur la couleur, sur des collages. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur un peu de télescopage de matière, de collage, fabriquer des dispositifs un petit peu improbables de couleurs. Donc ça, je vous les passe assez vite. Et pendant les chantiers donc, de fouilles qu'il y avait à la Villa à l'époque, en 98-99, a eu lieu une exposition qui s'intitulait La Mémoire, pour lesquelles les pensionnaires étaient invités à proposer un projet ou une œuvre dans le cas d'artistes. Et donc, nous, on avait proposé ce petit objet animalier et ludique, qu'on surnommait une sorte de petite machine qui était censée pouvoir se balader comme ça dans la ville, dans des lieux un peu stratégiques de Rome. Il faut savoir que Rome a beaucoup changé en 10-15 ans, mais à l'époque, c'était une ville très très muséale et très figée. Il n'y avait quasiment aucun projet contemporain, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a du piano, il y a du Hadid, etc. qui s'est construit, mais à l'époque c'était très très figé et on proposait en fait cette petite machine nomade pour inciter ou en tout cas fabriquer une image un peu plus contemporaine dans ce Rome-là très figé et qui serait câblé avec des villes beaucoup plus dynamiques sur le plan architectural, Tokyo, New York, voire même Paris, et présenterait aux habitants de Rome les chantiers en cours. Bon, c'est une sorte de petit jeu voilà, qu'on avait appelé Continuer la ville, avec cette stratification un peu entre la rue et le R+2, et toujours avec ce jeu de matière entre un sol mou, une salle de projection informe, etc.
Alors ça n'a rien, enfin, ça n'a rien à voir. C'est toujours romain. C'est une référence que j'aime beaucoup, que j'aime bien montrer. J'enseigne aussi également à Rennes, en fait, à l'école d'architecture, je suis vacataire. Et c'est une référence que j'aime bien montrer à mes étudiants, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'architectes parler de paysage, de nature et d'environnement. Et cette image, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est des notions qui traversent le temps depuis justement très longtemps. Ça, c'est un projet de Le Bernin à Rome, à la fin du XVIIe siècle, qui est le Palazzo Montecitorio, qui abrite aujourd'hui le Parlement italien. Et ce projet, je le trouve super beau parce qu'il y a comme ça une espèce de collage entre l'architecture qui serait réelle, hein, donc avec cette pierre lissée, et une architecture qui serait fausse, qui serait ces pierres sculptées. Enfin, y a comme ça un dialogue assez intéressant entre le vrai et le faux, entre la nature et l'architecture, que Le Bernin a voulu lui-même, avec ces espèces de rocailles qui fabriquent le linteau et l'appui de la fenêtre, comme si le projet avait été sculpté dans une roche massive. Et c'est un projet qui a plus de 300 ans et finalement je trouve que c'est une approche hyper contemporaine. Ce dialectique entre architecture et nature qui existait déjà du coup à cette période-là. Bon, c'était une parenthèse, mais c'est une image que j'aime bien montrer. Donc effectivement, il y a eu un épisode angevin entre 1999 et 2002. Donc comme Eric l'a souligné, donc suite à notre tour de Rome en 1999, je me suis associé avec Duncan Lewis. Donc on a monté l'agence Lewis, Potin et Lewis, qui était une SARL. Et on a travaillé effectivement beaucoup en Alsace, donc à Obernai, Cité Manifeste, à Soulzmatt d'ailleurs, un projet qui ne s'était pas fait, puis en Franche-Comté à Ornans. Et là, je ne vous montre pas ces projets-là, vous avez juste cette image-là que je trouvais assez intéressante. C'est un projet avorté qui s'appelle la Maison de la Forêt, du côté de Saumur, qui était un petit projet qui nous tenait à cœur avec Duncan. C'était notre première commande qu'on avait eue en 1999 sur un bâtiment de 300 mètres carrés d'exposition en pleine forêt pour un syndicat intercommunal de massifs forestiers qui était un bâtiment culturel et pédagogique pour l'appréhension, la découverte de ce qui était la sylviculture, ce massif forestier-là en particulier. Et donc on était parti sur un projet un peu strat entre une partie enterrée qui aurait regroupé les salles d'expo et puis une partie un peu plus aérienne encastrée dans le sol et regroupant une partie administrative. C'est un projet malheureusement avorté, mais c'est un peu un fil conducteur, je pense, pour moi comme pour lui d'ailleurs, parce que depuis nos chemins se sont séparés, mais c'est un projet qui nous tenait pas mal à cœur et je pense qu'on en retrouve certaines images aujourd'hui dans les projets respectifs. Donc suite à cet épisode de 3 ans, qui était des bonnes grosses charrettes, comme dit Eric, de 200 heures par semaine, ou plutôt par mois, on a débarqué à Nantes donc en 2002 et on a décroché une bourse qui n'existe plus malheureusement suite à un parcours politique médiocre français. Et cette bourse, c'était une bourse décernée par l'Institut français d'architecture, l'AFA, donc, qui a changé de nom, qui s'appelle Culture France, et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il y a une bourse que pouvaient avoir des architectes, des urbanistes, des plasticiens, des musicologues, etc. Et donc, on a eu cette bourse en 2003 et on est parti en Éthiopie. C'était un petit peu comme la Villa Médicis, il fallait déposer un dossier de recherche et vous partez dans un pays, une ville de votre choix. L'envers des villes, en l'occurrence, c'était découvrir des villes et en montrer un peu littéralement l'envers, mais en tout cas en montrer des facettes peu connues. En général, ces bourses se terminaient par une expo ou un catalogue. Donc effectivement, il y a eu un bouquin qui a sorti l'AFA quelques années plus tard. Et donc nous, on est parti à Addis Abeba, en Éthiopie, avec
plein d'a priori, et en même temps, nos recherches préalables sur la bourse faisaient qu'on savait que ça ne serait pas comme on imaginait que ce serait. Évidemment, l'Éthiopie à l'époque, enfin même toujours, c'est toujours l'image famine, etc. En fait, c'est en partie une réalité, mais c'est également un pays avec une esthétique particulière, avec des paysages particuliers. Et Addis Abeba, c'est une espèce de ville-paysage. Et on a eu un espèce de choc énorme en arrivant en Éthiopie, donc à Addis, de voir vraiment une ville verte, une ville comme on pourrait l'appeler nous environnementale, mais voilà, avec des haies partout, des eucalyptus partout. Une petite parenthèse, l'eucalyptus avait été importé d'Australie à la fin du 19e. C'est un peu ce qui a sauvé Addis Abeba, qui est une ville nouvelle créée à la fin du 19e. Et l'eucalyptus en fait a servi un peu de fondateur ou de survie à cette ville, puisqu'actuellement il sert de bois de chauffe, de bois de construction, de bois de charpente. C'est vraiment l'arbre maître en Éthiopie, notamment à Addis. Et on a découvert donc cette culture à la fois hyper rurale d'Éthiopie et en même temps une esthétique qui nous intéressait. Et je reviens en arrière puisqu'on était parti sur l'idée d'étudier les bounabet. Les bounabet, ce sont des maisons café. Donc c'est des pratiques sociales qu'on n'a pas forcément chez nous, mais c'est des sortes de café où il y a une sorte de cérémonie du café, comme on pourrait presque faire un parallèle avec le Japon, avec la cérémonie du thé. Donc il y a une cérémonie du café aussi en Éthiopie, dans des lieux qui s'appellent les bounabet, donc littéralement maison café. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir la façon dont ce programme se socialisait, ou en tout cas s'implantait dans ces architectures. Donc vous voyez ici en photo. Et en fait, bon, il n'y avait pas forcément de choses exceptionnelles, mais c'était plutôt l'univers, une espèce de sensation comme ça assez forte par rapport à ce produit. Et on a découvert d'autres lieux liés à une pratique rurale, donc les tejbet et les asmaribet. Alors littéralement, tej c'est l'hydromel, et les asmaris c'est des sortes de troubadours de campagne qui ont débarqué en ville. Alors bon là je vous fais peut-être un peu décoller sur une autre planète, mais c'était des pratiques rurales qui débarquaient en ville par rapport à des produits, donc café, hydromel, asmari, qui fabriquaient des sortes d'architecture particulières avec des motifs particuliers, avec des fonctionnalités et des espaces qui étaient assez intéressants et qu'on voulait étudier. Alors ça n'avait pas du tout prétention à être anthropologique, mais nous on regardait avec notre regard justement avec un regard d'architecte, et à travers ses croquis, ses photos, et puis un peu les expériences. Donc ça par exemple c'est un tejbet, qui sont souvent des lieux plus ou moins clos, avec des monochromes de verre, ou dédiés aux hommes, et qui viennent plus ou moins se bourrer la gueule à l'hydromel en sortant du boulot dans ces lieux-là. Donc c'est assez étrange. Et les femmes ne sont pas forcément très bien accueillies. Et les photos non plus d'ailleurs. Donc c'est un peu des photos volées à chaque fois qui ont été prises ici. Ces pratiques qu'on trouvait un peu justement rurales par rapport à Addis, qui est quand même une assez grosse métropole, nous ont donné envie d'aller voir justement ce qui était cette campagne éthiopienne. Et en fait, on a découvert des architectures assez fabuleuses, toujours avec de l'eucalyptus en charpente, enduite de terre, comme vous le voyez ici en photo. Et ces photos, j'allais dire sans commentaire, je trouve ça simplement super beau, quoi. On dirait de l'architecture suisse avec zéro moyen, et c'est assez frappant de voir ça. Donc ça c'était nos petits voyages exploratoires, mais qui nous ont... c'est important de voyager, hein, ça vous met plein d'idées et plein d'images dans la tête, et pour après c'est assez utile. Donc voilà, toujours, c'est des réserves alors c'est plus du blé, j'ai un trou de mémoire. Le céréal, le teff, voilà, le céréal qui est un peu
qui est un peu le blé, le blé de chez nous, mais donc avec une petite céréale éthiopienne qui est un peu leur fondement de nourriture. Et puis on s'est toujours amusé, un peu comme on le faisait en Italie, à faire des collages, à essayer d'introduire d'autres pratiques ou des télescopages par rapport. Alors ça, c'est des dessins d'Anne Fleur, donc comme disait Eric, qui est architecte et plasticienne, donc il y a aussi une activité d'illustratrice de bouquins pour enfants en parallèle de la pratique archi, qui fait un peu de scéno également, donc on explore un peu en transversal pas mal de domaines. Et puis bon, il y avait cette idée de projet sur une parcelle laissée libre à Addis de faire un bout d'architecture contemporaine avec des éléments ruraux. Donc, ce qui était pour nous aussi une critique de la pratique architecturale à Addis, puisque on trouvait, ou on trouve toujours d'ailleurs, qu'il y avait une tendance à une sorte d'architecture néocoloniale, à une sorte de copie littérale de l'architecture européenne, alors qu'on trouve qu'il y a une richesse énorme qui n'est pas suffisamment exploitée sur place. Alors là, on passe à toute autre chose, mais justement, qui est notre première commande assez sérieuse. On a vu des images pas très sérieuses, mais une commande assez sérieuse comme je vous le disais, on s'est installé à Nantes en 2002. On a balancé pas mal de dossiers de candidature, donc effectivement, moi j'avais des références communes avec Duncan. Et puis en parallèle, on est parti en Éthiopie à l'hiver 2003, et manque de bol, on est retenu à notre premier concours en même temps. C'est pas de chance. La chance est qu'on était associé là-dessus sur ce projet avec l'agence Bloc, qui sont des copains de Nantes aussi, qui ont été nageurs en 2002. Et donc on a pu bosser ce concours ensemble. Nous on a pu partir en Éthiopie juste après le rendu. Et on est revenu d'Éthiopie et il y avait le jury qui nous décernait lauréat de ce concours. Donc c'était une sorte de super nouvelle. Alors ce projet, donc 2002-2005, on est dans un environnement assez particulier. Alors Laval, c'est une petite ville de l'ouest de la France, sur la nationale 12 entre Paris et Brest. On a un collège existant des années 60 avec différentes extensions, années 70-80, dans un environnement hyper laid. Donc j'ai très peu de photos, c'est pas montrable. Et un positionnement en fait imposé par le concours qui était cette parcelle-ci. Pour une section d'éducation motrice, alors c'est le premier département en France à vouloir intégrer dans un collège des adolescents handicapés moteurs. Dans l'enceinte du collège, il y a une pédagogie particulière puisque l'handicap moteur touche également l'handicap cérébral. Et donc, le conseil général de Mayenne avait décidé d'intégrer dans ce collège existant une section d'éducation motrice avec également une extension de locaux pédagogiques. Et donc on a, alors ça c'est l'image du concours, je reviens sur le plan masse. On a décidé en fait de travailler un peu en strate, comme on le fait, c'est un peu un des dispositifs qu'on emploie assez souvent, mais travailler en strate entre ici une sorte de terre-plein un petit peu en relief, un relief assez accentué finalement entre la cour du collège et le boulevard ici qui est un dénivelé de quasiment 1,50 m à 2 mètres. Et puis un étage qui serait une sorte d'objet hybride et un peu précieux par rapport à cet environnement relativement dégueulasse, enfin, sur lequel on a du mal à s'accrocher. Et donc on a travaillé sur une sorte d'enfouissement, mais au sens noble du terme, des locaux pour adolescents handicapés moteurs, parce qu'il y avait des soucis d'intimisation des locaux. On a des handicapés qui ont des salles quasiment médicalisées, donc avec des difficultés. En tout cas, éviter que les collégiens dans la cour voient et des vues indiscrètes sur certains locaux. Donc
il y avait cette première partie d'encastrer le rez-de-chaussée donc, dans ce mouvement de sol existant, et puis de venir poser dessus l'extension des locaux pédagogiques, qui est une extension un peu particulière avec des salles d'art, donc art plat, musique, et puis salle de sciences. L'image du concours, alors qui est un peu improbable, parce qu'on l'a fait avec nos copains de bloc en se disant de toute façon c'est pas pour nous, il y a 2 locaux en face, on va perdre, donc c'est notre premier concours, faut se lâcher. Pour les gars, c'était aussi leur premier concours, donc c'était voilà, une espèce de pari comme ça, et l'image était donc d'intégrer donc en rez-de-chaussée donc cette partie, cette sorte de socle, et puis de venir poser dessus un objet un peu hybride, un peu précieux, qui ne renverrait pas du tout au contexte sur lequel il est vraiment difficile de s'accrocher, qui renverrait plutôt presque à une image, ouais, on va dire postmoderne, hein, ou en tout cas des motifs comme ça qu'on ne trouve pas dans une certaine architecture contemporaine. Et donc ici, on voit la façade, donc avec ce socle un peu terrien. Donc on avait voulu en béton matricé, avec un motif pierre, végétalisé de telle sorte qu'on sente que comme si la colline qui était autour remonte dessus. Et puis cet élément bijou, qui fasse complètement une rupture d'échelle avec l'existant, qu'on ne sente pas où sont les ouvertures, où sont les fermetures, est-ce qu'il y a des vraies fenêtres, est-ce qu'il y a des fausses fenêtres, qu'on ait un dessin comme ça très tramé, justement, très dessiné, en rupture avec l'existant, puisque cette architecture des années 60, enfin, ce n'est pas une bonne architecture des années 60, il n'y a pas de mauvaise architecture des années 60 en tout cas, il n'y a pas de... Ouais. Il y a aussi de la bonne architecture des années 60, celle-là était pas très bonne. Donc les plans, donc où on trouve deux fonctionnalités assez différentes, hein. En rez-de-chaussée, ici à gauche, la section d'éducation motrice avec assez épaisse en largeur, parce qu'il y avait des programmes assez complexes à mettre, en tout cas très médicalisés. Et on avait décidé, puisqu'on avait des ados en fauteuil roulant, on avait visité un programme un peu similaire du côté de Nantes, et le directeur nous avait dit, mais leur seul passe-temps, leur seul jeu, c'est vraiment faire la course en fauteuil roulant. C'est pas une blague, c'est vraiment un usage particulier. Et du coup, on a décidé de positionner au centre de locaux entre guillemets plus nobles, des locaux type archives, sanitaires, douches, entretien, etc. Et de fabriquer comme ça une sorte de presque une piste interne pour les enfants. Et bon, il se trouve que avec le recul, ça marche assez bien. Ici en pointillé, vous voyez la barre là, du R+1 qui se positionne dessus, donc qui comporte les salles de sciences, 4 salles de sciences ici, salle d'art plat et salle de musique au milieu. Et là également, on avait eu envie d'éviter de tomber dans l'écueil de vous savez, les salles de classe avec le couloir central, là, le truc un peu chiant. Et du coup, quitte à allonger le projet, de positionner les salles de classe à l'est, et de mettre une circulation à l'ouest, et entre circulation et salle de classe, tout ce qui était labo de sciences, de prépa pour les profs, et puis labo et archivage pour les salles d'art plat. Donc une coupe sur les deux dispositifs, hein, avec en rez-de-chaussée donc la section d'éducation motrice, et puis à l'étage les salles de sciences et d'art plat, avec un truc un peu particulier qui est donc cette toiture en shed. Également dans l'idée de sortir de l'écueil, on avait cette envie de ne pas avoir de circulation centrale qui dessert des classes, et on avait envie également de
d'offrir aux élèves une lumière un peu particulière, sachant qu'on était dans les salles de sciences et les salles d'art. On n'était pas dans les salles, on va dire, générales, type maths, anglais, où on pouvait un peu s'affranchir d'apports directs. On a travaillé donc du coup sur une lumière zénitale venant du nord avec ce travail de shade. Et puis quelques apports latéraux par des ouvertures en losange percées dans cette façade que vous avez vue précédemment. Alors voilà, c'est un peu en continuité, j'allais dire, une façon de travailler aussi que vous avez vu donc, au tout début avec ces protos de béton là, sur ce qu'on avait réalisé en Italie. On aime bien dessiner un peu le côté exé du projet. Là, c'est un premier proto qui avait été réalisé et commandité par le maître d'ouvrage qui nous avait désigné lauréat. Étant donné qu'on était une jeune équipe à peine trentenaire, flippait un peu du résultat et de l'image construite du projet, et donc avait décidé de payer un proto de la façade à l'échelle 1 pour vérifier si les petits jeunes étaient à peu près capables de réaliser. Donc ça s'était assez bien passé. L'entreprise d'ailleurs qui avait fait le proto a ensuite eu le marché sur le bardage, qui était une sorte d'appel d'offres déguisé, mais une façon de faire comme une autre. Donc le projet construit en 2005, où on trouve, alors là, évidemment là, le terrain est complètement grillé, ça a été livré à l'été avant la rentrée 2005 pour les ados, mais où vous découvrez donc justement cette... c'est un faux enfouissement hein, évidemment de la section d'éducation motrice, puisqu'il y a des vues sur le côté, le talus il redescend, et puis en partie haute, ces locaux pédagogues et pour le collège, avec cette façade un peu patchwork avec des vraies ouvertures, des fausses ouvertures, des losanges qui sont du mat, de l'acier, du galva, de l'inox. On a vraiment un brouillage d'échelle entre voilà, un peu le vrai et le faux, entre ce qu'on ouvre et ce qu'on n'ouvre pas. Donc voilà, en bas du talus, le socle de la section d'éducation motrice avec ce béton matricé et puis ce dessin de losange au-dessus. On peut faire des super trucs en béton matricé. Hein. Là, c'est un motif... il se trouve que le maître d'ouvrage était plus ou moins content parce qu'en fait, c'est un motif hyper 70 qu'on retrouve dans la cité d'à côté. Et il pensait que c'était une sorte de moquerie de notre part d'avoir repiqué ce motif-là. Et en fait, non, il a fallu lui expliquer par pas mal de façons que c'était malgré tout un pattern qui nous plaisait et qu'on trouvait intéressant justement de contraster cette image très rude et très minérale avec ici une sorte d'objet quasiment traité comme de la joaillerie. Donc on a un grand préau en sous-face de la barre. Le motif losange se retourne en carré en sous-face avec des panneaux acoustiques. Le socle minéral là, en pierre se retourne également sur l'intérieur. Et puis vous l'aviez vu tout à l'heure en plan, on a différents puits des sortes de puits de lumière un peu lumineux, enfin justement lumineux, qui vont transpercer la barre et venir éclairer les locaux du rez-de-chaussée, qui sont, comme vous l'avez vu en plan, très très épais. En largeur, on doit avoir une vingtaine de mètres, et les circulations, un peu justement la piste de course là, des ados, fallait quand même qu'elle soit éclairée. Donc on a ces puits de lumière qui transpercent le bâtiment de haut en bas, donc au niveau du préau et au niveau des circulations. Donc, je vais peut-être passer un peu vite. Mais... Voilà, donc c'est des salles assez... Bon, voilà, il y a des objets un peu de kinésie. Là, c'est des circulations à l'étage côté
salle de classe. Donc on se retrouve ici dans une salle d'art plat avec les sheds traités de manière assez industrielle, hein, en charpente métal et puis bac acier isolant par le dessus. Et puis cette lumière du nord qui vient éclairer les salles avec quatre châssis losangés en façade. On a un beau contre-jour au niveau du puits de lumière du préau. On ressort du bâtiment, on a cette trame qu'on retrouve là qui va se transformer en poteau. Alors nous, on n'est pas forcément fan des énormes porte-à-faux, on aime bien aussi dessiner des poteaux quand il en faut et quand c'est en continuité avec la façade, ça marche pas trop mal. Et donc le maître d'ouvrage était assez content parce que voilà l'image du concours et puis voilà l'image du projet réalisé qui est assez fidèle. Alors évidemment depuis ça a poussé, hein, là c'était des photos de 2005 où comme je vous le disais c'était assez grillé. On passe à un petit projet, tout petit. Tout petit sur Pontchâteau, c'est une petite ville entre Nantes et Vannes, pas si loin de Saint-Nazaire, avec pareil, un environnement pas évident, un peu comme à Laval, avec un groupe scolaire des années 70, un peu plus drôle d'ailleurs que ce qu'il y avait à Laval, là, mais qui se décline ici, un bâtiment type Jules Ferry sur le boulevard, et puis une extension à réaliser de 3 classes, avec un joyeux bordel existant de parking, de cours, de locaux vélos, etc. Un transfo avec un arbre mort dessus, enfin, tout un bins à réaménager. Et donc on a proposé... donc ça c'est une procédure adaptée qui fait suite à une commande où on a fait un peu de programmation aussi à un moment donné. Et donc on avait fait la programmation de l'extension de l'école et puis le maître d'ouvrage nous en confiance a fait en sorte que la procédure adaptée nous tombe dessus. Donc on a décroché cette opération. Donc le projet vient ici s'aligner sur le boulevard en continuité avec le bâtiment Jules Ferry ici. Là, on a les classes années 70 qui se déclinent autour d'un grand préau. Et puis, on a fait un peu le vide au niveau des stationnements, du transfo, de la cour, des jeux, etc. Pour proposer donc un bâtiment donc assez hyper simple. Hein. Alors, c'est on pourrait dire ça, du bioclimatisme low-tech. On se ferme au nord avec un grand mur opaque, ossature charpente bois et bardage bois. Et puis on s'ouvre au maximum au sud avec les salles de classe côté cour. Donc c'est du bio hyper low-tech. Et la petite histoire, c'est que le transfo, évidemment, on ne pouvait pas le déplacer parce que EDF réclamait plus de 50 000 €, qu'on avait un budget donné et que la mairie ne souhaitait pas négocier avec EDF le déplacement de ce transfo. Donc on a un transfo qui est dans le bâtiment. Les salles de classe sont ici. On a un préau là et le transfo, il est doublé, voire triplé au niveau de maçonnerie pour éviter toute interférence. Voilà au niveau du plan, donc on a 3 salles de classe. Entre deux, on a des sanitaires et sas d'accès. On a ce grand mur donc avec un soubassement en béton teinté, et puis au-dessus donc ossature bois avec un bardage bois, un préau, et puis le transfo conservé, qui en fait nous a servi de matrice ou de module pour dessiner ces petits sas sanitaires là, pour chaque salle de classe. Alors c'est vrai que c'est un peu un gimmick chez nous, on aime bien transformer les toitures, enfin on n'aime pas forcément les toits terrasses systématiquement. On aime bien la lumière du nord qui a une lumière assez homogène, assez belle. Et effectivement on aime bien ce genre de coupe là, que vous avez pu voir à Laval et que vous verrez sur sur les projets à venir. On trouve que ça donne du volume dans les espaces et ça apporte une belle lumière. Donc en coupe, on a donc ce mur là côté nord là qui est bardé de raies de cédar, parce qu'il y a une énorme haie assez belle de l'autre côté de la rue. Cette lumière du nord et puis les salles de classe ouvertes par des grands murs rideaux côté cour, côté sud.
Ça, c'est voilà, donc là, le projet est réalisé en 2006-2007 avec un béton teinté dans la masse en socle qui reprend un peu les teintes là, du bâtiment. Alors, j'ai pas la photo de la rue, mais qui reprend les teintes du bâtiment d'à côté. Et cette espèce de grande palissade voilà, côté nord, avec les percements des sheds qui amènent une lumière un peu particulière aux salles de classe. Bon, ça aussi, c'est une sorte de... Ouais, ça évitera les questions en fin de conf, mais c'est une sorte de petit motif qu'on aime bien ramener dans les projets, des ouvertures en forme je sais pas, de patate ou d'ovoïde, comme vous voulez. Donc voilà la vue d'une salle de classe. Donc il y a le tableau de classe en dessous. En dessous, justement, le shed. Bon, il y a toujours un mobilier dégueulasse de collectivités locales. On n'a jamais le choix du mobilier dans les groupes scolaires. Donc voilà, il y a toujours des pieds bleus, rouges, verts. C'est comme ça. Ici, alors c'est pas un montage, c'est qu'on avait eu aussi la petite extension de la restauration en face. Et comme il y avait des grands murs rideaux que les pompiers demandent toujours des autocollants gris traversant le vitrage, on leur avait proposé de faire des petits stickers en forme de fleurs, ce qui fait qu'on a cette vue de la restauration vers le projet. Voilà la rentrée des classes en 2006, donc justement sans les petites fleurs qui vont venir après, avec nos sortes de chamallows roses là, qui comportent les sas d'entrée et les sanitaires des classes, et puis donc classe et classe en grand mur rideau sur la cour. Le préau. Alors ça, c'est un projet qui a, enfin, comme je répète, hein, c'est du low-tech. On est à 1100 € du mètre carré à Chaune, donc c'est des prix assez serrés. Donc on est loin d'être BBC. L'isolation, elle est ce qu'elle est. On est en RT 2005, etc. Mais c'est même pas plus. Donc toujours ma petite image projet et ma petite image réalisée. Parce qu'on aime bien faire le comparatif entre les deux à chaque fois. Avec un petit zoom. Alors ça, c'est un truc années 70 qu'on aime bien reprendre. Par contre, ça, c'est le vitrage réfléchissant. On est des grands fans de ça. Je ne sais peut-être pas si utilisé aujourd'hui, mais on aime beaucoup. Enfin, on en met dans chaque projet. À petite dose, mais c'est bien. Voilà une autre vue une vue d'un vrai photographe qui a pris la photo. L'autre salle de classe avec sa patate au-dessus des tableaux. Il y a eu d'autres projets entre-temps, des concours perdus, et en 2006, on a été invité par des jeunes archi-parisiens à faire une intervention pour un festival, le Festival des Architectures Vives, qui a été un petit festival, il y en a eu en 2004, en 2006, et donc on a fait partie des équipes invitées sur la base d'un espèce de tournoi de foot. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça fout là. En fait, il s'agissait d'inviter des archis à proposer des espèces de mise en scène d'architecture ou de scénographie d'archi dans un lieu emblématique à Paris, sur les bords de Seine, juste en bas de la Bibliothèque de France, qui accueille aujourd'hui la Cité de la Mode, donc en partie les magasins généraux. Et donc chaque équipe avait une parcelle dédiée. Nous, on avait la parcelle en bord de Seine la plus à l'extrême, avec une voie passante ici. La Seine est juste là, au nord de la parcelle. Et donc, on a proposé, un peu sous le thème, justement sur la thématique du jeu et d'une approche festive de l'archi, de monter un tournoi de foot sur une parcelle qui n'aurait pas qui dessinerait elle-même le terrain. Donc voilà, on a un terrain de foot pas droit, enfin en tout cas pas réglementaire du tout,
Et donc, sur lequel, voilà, pendant ce festival, il y a eu des matchs de foot. Et on a après décliné tout ce terrain avec la couleur orange, un peu en hommage parce qu'on est un peu des fans de foot aussi, donc un peu en hommage à l'équipe hollandaise des années 70 qu'on surnommait les oranges mécaniques avec Cruyff, etc. Et voilà, ça a assez bien marché. C'était assez drôle. Voilà, c'est pas un petit lieu, hein, c'est notre premier projet à Paris. C'est sûrement le dernier, mais voilà, on a construit à Paris. Voilà, Et voilà, là c'est le bâtiment aujourd'hui qui accueille la Cité de la Mode avec la grande façade blobée de Jacob McFarlane, voilà, l'espèce de grand blob vert là. Donc avec Bercy au bout et puis la bibliothèque qui est plus vers vous. Donc voilà, différentes interventions. Donc là, c'était d'autres archis qui avaient fait, eux, une affiche sur le bâtiment. Il y avait des sortes de modules gonflables. Enfin, il y avait pas mal de choses, c'était assez drôle. Et puis donc, nous, on avait proposé ce terrain avec une structure en bambou. C'était assez compliqué parce que finalement, il fallait dessiner, produire, autoproduire, construire nous-mêmes. Donc ça a été une grosse charrette pendant un bout de temps. Avec ces petits hommages à Archigram, évidemment, des ballons gonflables qui font croire que la structure est tenue par ça. La vérité est donc fausse. Mais voilà, ça a marché un petit temps, cette histoire. Donc voilà notre match de foot au bord de Seine, c'était plutôt pas mal. C'était l'été 2006, juste avant la Coupe du Monde, avec les équipes qui se rencontraient. Donc ça donne d'assez belles photos. Et puis une atmosphère assez particulière sous ce grand vélum, en toile horticole, la verte, de protection de fraises et autres fruits. Alors on va revenir à des choses plus sérieuses, et même si c'était sérieux cette histoire de production de tournois de foot là. Donc on va terminer par trois projets, comme ça je ne vous embêterai pas plus. Donc un projet, comme l'a dit Eric, qui était dans l'expo Habité écologique, donc non pas pour des raisons énergétiques fortes, puisqu'on est juste THPE, mais sûrement pour des questions de densité et de programme, puisqu'en fait on a un programme de 16 logements individuels qu'on doit superposer et fabriquer comme des maisons qui seraient les unes sur les autres, mais pas donner la forme de collectif. C'est un peu compliqué, c'est une sorte de commande particulière du maître d'ouvrage de l'aménageur de la ZAC. Voilà, on est en frange de ZAC, on doit construire 16 logements sous une forme dite intermédiaire, qui ne soit pas du collectif, avec du stationnement extérieur et avec, si possible, des accès individualisés pour chaque logement. Donc voilà le plan masse. On est donc en rive de ZAC, le nord est là. À l'est, on a une super belle ferme rennaise en terre avec une belle haie bocagère de chêne. Et donc on construit 3 plots. Alors, les 2 premiers plots sont parfaitement identiques avec 6 logements chacun. Et le 3e plot comprend 4 logements. Et en fait, c'est les 2 tiers d'un des autres plots qui sont tournés dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si vous voyez sur le plan masse. Ce petit bout-là, il est tourné dans l'autre sens et il fabrique 4 logements. Et donc l'idée, c'était d'individualiser au maximum les accès, ce qui a été le cas, pour qu'on ait vraiment cette notion d'appropriation et de résidence par les habitants. En fait, c'est du logement social en accession, c'est-à-dire que Rennes Métropole, qui est la communauté d'agglomération donc rennaise, finance en partie l'accession de ces logements, et donc des dossiers je pense que ça se fait partout, hein, mais les dossiers d'acquéreurs sont visés, et il y a un certain seuil de revenus ne peut pas acquérir ce genre d'appartement. Donc on a travaillé sur l'idée de maisons superposées. Donc tous les logements sont en duplex, tous les logements ont un accès individuel, tous les logements ont
une terrasse en R+2 ou des jardins en rez-de-chaussée, pour vraiment qu'on sente cette notion d'individuel dans le projet. Donc on coupe une coupe de principe avec des T4 à l'est avec des doubles hauteurs côté jardin, des T3 en R+2 accessible par un escalier extérieur directement au deuxième étage avec une grande terrasse, et des T3 ici à l'ouest, toujours en duplex, avec un jardin côté rue. De façon assez pragmatique et économique, là aussi on est tenu dans des budgets assez serrés. On est pour ceux qui font du logement social, on est à 1170 € hors taxe mètre carré surface habitable, c'est des budgets assez serrés. On est parti sur un plan en croix. Bon, ça c'est aussi l'expérience de la cité manifeste que j'avais pu faire avec Duncan et Lewis et puis Bloch Architecte, où on avait ce système de plan en croix qui permettait de réunir tout ce qui était fluide et également structure entre guillemets lourde. Donc là on a un plan en croix avec des voiles béton qu'on va retrouver sur chaque niveau, une espèce de petit trident là, et qui va séparer 4 logements, donc avec des accès ici donc, pour le T4, ici pour le T3, en miroir un T3, T4, et l'escalier qui monte au R+2 pour les T3 du deuxième étage. On retrouve cette croix ici, des chambres en rez-de-chaussée pour les T4 là. Les chambres du T3 du dessus se retrouvent sur les chambres du T4 du dessous. Enfin, c'est pas si facile que ça, il faut bien regarder les plans. Le T3 qui est au R+2, on y accède donc par un escalier extérieur, donc directement. Il a une chambre ici et il a une chambre en dessous, donc c'est une sorte de duplex inversé qu'on appelle à l'anglaise, où son étage en plus il est en dessous, ce qui fait qu'on a un R+1 qu'on appelait que le promoteur appelait de façon rigolo, c'est le dortoir. C'est le dortoir de l'immeuble, parce qu'en fait, tous les séjours sont en bas ou en haut, et puis voilà, il y a toutes les chambres tous les duplex se retrouvent au niveau intermédiaire. Alors ça, c'est des premières images du projet. Alors toujours, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en images, en collage, pas forcément à bonne échelle. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt développer les matériaux, la relation qu'on peut avoir par rapport au site, notamment ici la haie de chêne qui est derrière. Des envies de double hauteur, justement, de mezzanine, de transparence vers le paysage. Une image, entre guillemets, un peu plus sérieuse du projet. Je retrouve mes plans ici, avec voilà, le T3. Je reviens sur le T3 du R+2. En fait, il a une énorme terrasse qui correspond au T3 du rez-de-chaussée qui a monté par-dessus. Donc lui, il n'a pas de jardin, mais il a une énorme terrasse. Et du coup, on retrouve ce plan en croix, une forme un peu en redans, qui est vraiment issue de la façon dont on a dessiné les logements intérieurs. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée est très compact et de forme presque carrée. Le R+1 avec toutes ses chambres dessine ce espèce de skyline, mais à l'horizontale. Et puis l'attique, qui était une demande de l'Urba, d'avoir une espèce de retrait en R+2, nous permet d'avoir ces énormes terrasses pour les logements du haut. Alors justement, ce T3, alors bon, je ne sais pas s'il faut que je traîne sur les plans, mais on y accède donc par cet escalier individuel. On a donc cette grande terrasse qui correspond au logement du dessous. On a un séjour traversant à est-ouest, une chambre, et puis la chambre sur le niveau inférieur, ce qui fait qu'en coupe, voilà, on a cette espèce d'imbrication entre les logements qui fabrique
Bon, les gens ne le sentent pas, évidemment, l'imbrication, c'est un peu des tripes d'archi, mais ça dessine toujours des spatialités intéressantes. J'avoue, quand on l'a visité en cours de chantier, c'était toujours intéressant de voir comment on pouvait descendre dans sa chambre, parcourir sa grande terrasse, etc. Donc le chantier démarre, on a une espèce de squelette, alors budget oblige, c'est vrai qu'on est parti sur un vieux truc d'archi, c'est l'espèce de poteau-poutre façon Corbu, un peu domino, avec des poteaux fabriqués par une entreprise, c'est des 15-15 qui montent sur 5 mètres de haut. J'avais un peu peur au début, parce que je trouvais ça pas très costaud, mais si. Parce que là, c'est de la double hauteur du séjour, là, du T4, qu'on voit côté air. Là, c'est une des chambres, et puis la terrasse ici. Et le poteau là, qui file sur 5 mètres de haut, 15 cm par 15 cm, ça ne fait pas beaucoup. Ça fait un demi à 4. Bon. Ça tient. Et puis on a développé avec le bureau d'études, on avait un super bureau d'études là-dessus à Rennes, donc une structure mixte, béton et bois. Donc on a cette espèce de squelette en béton qui va être entièrement, c'est pas de l'habillage, hein, c'est vraiment enveloppé et incrusté de panneaux préfa en bois. Qui va venir fermer toutes les faces et entre de dalle à dalle et de poteau à poteau. Ce qui fait qu'on bénéficie à la fois de l'inertie thermique du béton et de la possibilité de conforter l'isolation du bâtiment par l'ossature bois. Bon, c'est là où on est peut-être un peu plus environnemental. Je ne sais pas. En tout cas, on s'était assez prise de tête en chantier parce qu'évidemment, la tolérance d'un maçon n'est pas la même que celle d'un charpentier. Quand le charpentier arrive avec ses panneaux préfa en bois et qu'il découvre des jeux et des fruits de plusieurs centimètres, il s'arrache les cheveux. Et donc la solution qui avait été trouvée, c'était de mettre des espèces de précadres en bois. Au pourtour de tout ce qui était poteau et dalles béton, de manière à ce que le charpentier finalement n'ait plus à se préoccuper du béton, mais se raccroche sur ses propres précadres en bois, et non pas sur la maçonnerie. Donc le jeu de domino se fait, le remplissage s'effectue. Une première photo de chantier, fin de chantier. Donc là, c'est le plot qui est tourné dans l'autre sens, hein, qu'on voit ici, le fameux 2/3 des deux autres, hein, qui lui regarde le sud. On avait obligation, mais c'était plutôt pas mal d'un point de vue budgétaire, d'avoir des stationnements aériens. Et donc avec l'urbaniste qui est de Nantes également, elle nous avait demandé de délirer, si possible, sur des stationnements qui ne soient pas des stationnements habituels. Alors délirer, c'est bien gentil, mais quand le budget est serré, on fait ce qu'on peut. Et du coup, on a dessiné des sortes de pergolas en mettant au point avec le charpentier, en dessinant de manière un peu aléatoire les traverses là, des poteaux, on arrive à un résultat pas trop mal. Donc ici la façade sud du plot qui est tournée, donc avec nos doubles hauteurs de T4 là, qu'on voit ici. Notre terrasse du T3 du R+2. Une petite subtilité qu'on aurait souhaité un peu plus importante. En fait, en rez-de-chaussée, il était prévu au départ des espèces ce qu'on appelle des DOS, des morceaux de tronc en relation avec la haie. On souhaitait que le rez-de-chaussée soit plus massif et plus arbre, et de le dissocier avec l'étage. Le seul problème de budget, etc. Là, c'est un Douglas en fait non traité, un naturel. Aujourd'hui, le bâtiment il est gris. Aux étages, donc on a un Douglas raboté, et en rez-de-chaussée, on a un Douglas non raboté. Alors c'est subtil, mais ça se voit un petit peu. En tout cas,
L'archi, il le voit, donc il est content. À l'est, donc ici une vue donc des haies de chêne. Alors l'avantage de notre mode constructif, là, béton-bois, c'est qu'on les entreprises ont été pas trop dégueulasses sur ce coup-là, c'est qu'elles ont bien conservé la haie existante, hein, puisqu'on est assez proche, là on a 5-6 mètres. Elles ont conservé la haie existante, elles n'ont pas ratiboisé les beaux arbres, et ce qui fait qu'on a un environnement hyper bien pour les gens qui habitent là. Hein. Le jardin il donne sur la haie, le T3 dessus il a sa terrasse et la vue dessus, c'est plutôt bien. Là une vue sous les pergolas des stationnements. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, avec quelques décalages de traverse. Donc sur le plan horizontal et sur le plan vertical, on arrive à créer une sorte de brouillage et pas avoir un dessin trop classique. Les petits locaux, là, c'est des locaux vélos communs pour la copropriété, donc pour la tondeuse, etc. L'escalier qu'on a voulu assez massif également, qui dessert le R+2. Et voilà quelques images d'intérieur. Vous vous demandiez, il y a du logement, mais on ne voit pas l'intérieur. C'est toujours difficile, hein, des vues d'intérieur de logement, j'en ai pas beaucoup. Aujourd'hui, ils sont tous habités. Les acquéreurs ont une clause d'habitabilité du logement pendant 5 ans. S'ils le revendent avant, ils perdent le bénéfice, en tout cas la plus-value possible de leur achat, puisque c'est des acquisitions socialement aidées. Donc la grande terrasse des T3, avec un paysage. Il y a effectivement pas mal une production solaire de l'eau chaude qui arrive directement dans les appartements. Et les vues donc, de ces appartements sur la haie de chêne à l'est. La double hauteur des T4. Alors bon, après en termes de finition, c'est sûr que c'est du logement. Voilà, ça reste du placo blanc et bon, malgré tout des baies toute hauteur côté jardin, c'est plutôt. On est plutôt content de réussir à faire ça. L'ensemble du projet. Les 2 derniers projets, alors je vous ai remis quelques références. Ça, c'est des choses qu'on aime bien, c'est dans la région d'Angers. C'est des séchoirs à tabac, avec des bardages qui sont magnifiques. Ça, c'est issu de voyages en Norvège. Alors, on aime beaucoup les pays nordiques, même c'est vrai qu'en hiver, il fait pas très chaud, mais en été, il fait pas très chaud, pardon, mais on aime bien nos pays nordiques. Enfin, c'est vrai que, une petite parenthèse régionale, mais en tant que Breton, moi, je me sens souvent plus proche des Scandinaves ou des Irlandais que des Marseillais. C'est un peu bizarre, mais voilà. Mais bon, voilà, ça, j'adore. Ça, c'est à Bergen, il pleut 320 jours par an. Les photos sur les catalogues touristiques, il fait toujours bleu, mais quand vous y allez, vous prenez des seaux d'eau. C'est assez hallucinant. Et il y a un quartier classé UNESCO, tout en bois, qui est absolument prodigieux, quoi. Faut vraiment. Enfin, si vous vous intéressez à l'architecture bois, c'est le truc à aller voir. Ça, c'est toujours en Norvège. C'est des églises en bois de boue. Celle-là, elle a plus de 1000 ans. Et elle est absolument prodigieuse en écailles de bois. Je vous montre ça parce que vous y retrouverez des bouts dans les 2 projets qui viennent. Là. Ça fait toujours partie de nos... Comme je vous le disais tout à l'heure, le voyage, là, pour nous, c'est vraiment une espèce de banque de données comme ça, d'images, de matières, de motifs qu'on repique. Alors c'est vrai que retrouver des églises norvégiennes dans un projet à Rennes, il ne faut pas trop le dire au maître d'ouvrage, mais c'est pas très... Ça vous le gardez pour vous. Enfin, en même temps, il le sait, hein, je pense... On retrouve aussi des écailles du côté de Rennes, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est au Japon. Les temples, toujours en construction bois, qui sont absolument hallucinantes. Alors, je ne suis pas du tout ingénieur, mais là, il y a des systèmes de reprise de charge complètement dingues au niveau de tous les encorbellements. C'est assez fou. Ça, c'est des assemblages de Pagès, donc pour les plasticiens qui connaissent. Il y a des télescopages qu'on aime bien entre l'arbre et d'autres éléments. Et puis du coup, j'arrive sur la maison du parc à Montsoreau. C'est les 2 derniers projets, donc si vous avez encore un quart d'heure, pour rester. C'est bon, je suis bon, ouais. J'ai speedé. Donc ça, c'est un projet qu'on a livré en 2008.
C'est un concours gagné, donc 2005, avec un maître d'ouvrage un peu particulier qui est le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Donc, un parc naturel donc, a une volonté environnementale hyper poussée. Donc là-dessus, on était contre une équipe de Tours et contre une autre équipe nantaise. Le maître d'ouvrage nous a choisi en partie à l'oral, enfin sur un oral. Bon, il y avait une remise de concours, mais sur l'oral, sentant qu'on était potentiellement malléable, puisqu'on était jeunes archis. Bon, finalement, il s'est avéré qu'on s'est un peu frité avec lui, puisqu'on n'était pas si malléable que ça, mais ça s'est bien passé malgré tout. Là, on est à Montsoreau. Alors ça, c'est les bords de Loire, hein, le magnifique fleuve que vous connaissez sûrement. Là, c'est un pont d'après-guerre qui est toujours existant, enfin qu'on traverse en bagnole. Ça, c'est le château de Montsoreau, et puis le village de Montsoreau sur les coteaux de Loire. Là, c'est les matières locales. Alors, ça change de l'Alsace, hein, j'imagine, mais c'est super beau. C'est du tuffeau, c'est de la pierre de tuffeau. Qui construit tout le village, les bouts du château, etc. Enfin, tous les bords de Loire sont en partie construits de cette façon, on va dire de Tours à Nantes, en tout cas pour ce qui concerne les villages traditionnels. Et donc voilà cette pierre de tuffeau qui était presque un imposé dans le concours. On est sur un secteur protégé. Donc là, on a la Loire, hein, donc classé. Donc on est dans le périmètre UNESCO de la Loire. On est sur un périmètre bâtiment historique avec un château ici, une église ici, pardon. Une église ici, le château est un peu plus loin. Et donc on a les contraintes des bâtiments de France qui nous imposent quasiment, donc là c'est la parcelle, qui nous impose quasiment l'emplacement du bâtiment. Donc là, il n'y a pas le choix. Les trois équipes répondent sur un emplacement en front d'avenue, côté Loire, avec vue sur un jardin, avec vue sur une église classée et avec une vue potentielle sur la Loire. Donc là, les contraintes, en même temps, c'est bien quand vous faites un concours, déjà, vous ne posez pas la question du plan masse, il est déjà fait. C'est plutôt, ça évite de se poser trop de questions. Donc on a proposé, comme on est un peu poli, gentil et qu'on répond au programme, on a proposé de se positionner donc, à l'angle nord-ouest de la parcelle, puisqu'on n'avait pas trop le choix. De proposer du tuffeau en façade côté avenue et de proposer du bois en façade côté jardin. Donc, une sorte de réponse presque littérale au programme, j'allais dire bête et méchant et en même temps hyper intéressant du maître d'ouvrage, qui imposait également un système de chauffage si possible avec énergie renouvelable. Donc c'est un programme de 2004-2005. Donc bon, ici, je pense que vous êtes un peu plus en avance que pour chez nous, mais c'était déjà assez ambitieux à l'époque. Donc énergie renouvelable, matériaux recyclables, matériaux locaux si possible, bon, une déclinaison de toutes les cibles. Alors c'est un projet HQE sans certification, mais avec tableau de bord et toutes les cibles qui ont été déclinées et demandées par le maître d'ouvrage. Donc un travail en couple sur, comme je le disais, un peu sur le ton de la blague, mais finalement assez sérieusement, sur une dichotomie du bâtiment, une espèce de bâtiment bicéphale avec une face côté Loire en tuffeau massif et une face côté jardin en ossature charpente bois. Là c'est une coupe, alors c'est pas la coupe du concours, hein, c'est une coupe en phase un peu ultérieure. La coupe du concours est quasiment similaire à celle-là. C'est un programme qui regroupe à la fois des salles d'expo, donc c'est un programme culturel, pédagogique et touristique. C'est à la fois un lieu où les gens vont pouvoir découvrir et interpréter les bords de Loire. C'est un lieu qui sert à la fois également d'accueil de tourisme pour les orienter dans la région et puis d'administration pour le parc naturel régional. Donc on a positionné tout ce qui était accueil et administration côté Loire et tout ce qui était expo avec une plus grande hauteur sous plafond côté jardin, avec ce jeu de volume là, qui nous permettait également
de contourner la réglementation des bâtiments de France imposant plus ou moins un toit. Bon, c'est pas très clair dans le règlement, mais la toiture terrasse étant pas forcément la bienvenue, le matériau ardoise étant lui par contre extrêmement voulu, la fabrication de ces sheds-là nous a permis de faire une couverture en ardoise qu'on ne voit pas, donc ce qui nous arrange. Donc un plan hyper simple, hein, on a ici une rampe d'accès côté avenue. Alors une particularité, alors oui, la contrainte, il y a une église, il y a le château, il y a la Loire qui est classée UNESCO, l'ABF nous impose le positionnement et il nous impose également, enfin c'est pas l'ABF, c'est le PLU, il nous impose également de surélever le niveau par rapport aux plus hautes eaux puisqu'il y a des crues centennales au niveau de la Loire. Donc ça faisait beaucoup mais c'est bien, ça dessine les projets tout seul. Donc il y a une rampe qui fait que le rez-de-chaussée du projet est surélevé d'1 mètre par rapport au terrain naturel. Cette rampe d'accès qui permet un peu également de scénographier l'entrée, hein, puisqu'on est dans des espaces d'expo. Là, il y a une salle de classe et un centre de ressources. La chaudière bois, pour les connaisseurs, ils reconnaissent l'espèce de silo et puis la vis sans fin, et puis des locaux techniques, sanitaires, etc. Donc voilà un plan assez simple avec la... Alors nous, on ne souhaitait pas... c'est vrai que c'est un matériau qu'on ne connaissait pas trop, le tuffeau. On ne souhaitait pas l'utiliser de manière gratuite ou en tout cas en plaquette pastiche sur une ossature en béton ou autre, et du coup on a fait des recherches pour l'utiliser vraiment en pierre, pierre 30 cm de large par 60 de long. Et ce qui fait qu'on a... C'est le matériau qui construit les châteaux quand même, donc forcément au point de vue budget c'est un peu chaud, ce qui fait que ça nous a permis d'élaguer certaines autres parties du projet. Donc à l'étage on a un hall donc sur double hauteur, l'expo sur double hauteur, une partie bureau en mezzanine, et puis à l'arrière, côté jardin, une toiture végétalisée. Donc on a vraiment la lecture presque de 2 bâtiments qui s'imbriquent, un bâtiment minéral côté Loire et un bâtiment végétal ou en tout cas boisé côté jardin. Donc la coupe pour l'architecte des bâtiments de France, l'église au sud, le jardin, il y a une petite noue d'un ruisseau, le profil du bâtiment, l'avenue de la Loire et la Loire. Comme on est un peu des malades du dessin et qu'on voulait maîtriser malgré tout, malgré cet architecte des bâtiments de France là, qui nous imposait des modes et natures particulières. Bon, je vous avoue, quand on a commencé à faire ça, on a un peu flippé parce qu'on s'est dit merde, ça y est, c'est fini, on fait plus d'archi contemporaine. On est foutu, on a déjà 80 ans et on fait des vieux trucs. Parce que bon, il y a toute une histoire sur la façade qui a été dessinée 10 000 fois parce qu'on avait un grand maître d'ouvrage qui en l'occurrence ancien maire de Chinon, ancien conseiller de François Mitterrand, qui avait le savoir sur toute chose et sur les jeunes architectes malléables. Donc voilà, ça a été dessiné 15 000 fois. On a fini par trouver une espèce d'accord sur des grands châssis un peu hors échelle avec ces encadrements, et puis nos sheds là qu'on voit au nord qui dessinent une sorte d'attique. Et la façade sud qui n'a plus rien à voir, puisque là on est côté jardin, et là à l'inverse on est sur presque une esthétique de grange ou en tout cas une esthétique hyper rurale côté jardin. Alors une image qui n'est pas celle du concours, mais qui est une image a posteriori, où on a donc le cône visuel voulu par l'ABF sur l'église classée, la façade en tuffeau côté Loire, et l'espèce de grange à l'arrière qui vient télescoper le tuffeau, qui vient s'imbriquer dedans. Les études démarrent, ça c'est des plans de charpentier. Moi j'aime beaucoup les plans de charpentier, je trouve ça super beau. Ils
modélise toutes les pannes, toutes les charpentes, c'est assez marrant, tous les murs à ossature. Enfin, en tout cas, on va souvent visiter les entreprises qui ont de l'eau charpente. Je trouve ça assez marrant. Enfin, on apprend plein de choses et puis en même temps, on peut les orienter sur un peu ce qu'on veut. Voilà, donc tout ce qui est en grisé, c'est la maçonnerie, béton ou tuffeau, et puis tout le reste est en ossature, charpente bois. Le chantier démarre, on a toujours notre église ici, le sol qui se surélève, le tuffeau qui arrive. Donc là, c'est vraiment des pierres massives, hein. Elles font plus de 100 kg. Hein. On est sur des modules de 60 de long par 30 de haut et par une vingtaine c'est 25 ou 28 de large. Donc c'est des modules, c'est des calpinages assez particuliers de château. Hein. C'est presque un vrai château massif. On est isolé par l'intérieur. Et là derrière, c'est le genre de choses qui me rassurent parce que quand je vois ça, je commence à flipper et finalement, il y a un peu de béton, ça me rassure fortement. J'ai l'impression d'être au XXIe siècle. Et là, toujours pour des raisons de chantier propre, hein, et assez poussé par le côté environnemental du maître d'ouvrage, on était parti là sur des prémurs, donc c'est des bétons qui ne sont pas coulés en place, hein, qui sont préfabriqués et dont les assemblages sont faits sur place et on coule du béton entre deux voiles béton préfa. C'est une image hyper belle, c'est la partie intérieure du tuffeau, puisqu'il est taillé, lisse en façade et côté intérieur, il est beaucoup plus brut. Bon, malheureusement, comme il y a de l'isolation, on ne voit plus cette face, mais c'est un peu les magies de la matière comme je les aime. Donc le chantier avance. Notre calpinage aussi, c'est la même. La charpente bois arrive, donc nos sheds arrivent en préfabrication et se posent sur les prémurs béton. On lit le hall d'accueil, la mezzanine en charpente bois et puis les éclairages génitaux qui vont venir. Le grand voile béton là, qui sépare un peu cette partie côté Loire en minéral et la partie arrière tout en ossature charpente. La charpente bois de manière assez tradie avec des grandes portées pour les éclairages génitaux. L'arrière se construit également avec cette esthétique un peu ranch. Moi, j'aime bien le côté roots comme ça. Là, c'est un bardage. Alors ça, c'est un bardage c'est un châtaignier. C'est une essence qu'on aime bien. Elle est un peu plus chère que le Douglas évidemment, mais il y a une super belle matière. Elle vibre. Il y a une vibration par rapport à la lumière et tout. C'est super beau. Et puis donc côté sud. On a pour éviter, parce qu'il y a eu une simulation thermodynamique qui avait été faite là-dessus, et donc avait mis en exergue le fait qu'il y avait trop d'apports solaires passifs, enfin en tout cas trop d'apports solaires qui pouvaient gêner les espaces intérieurs, puisque là c'est des salles de classe et des centres de dock. Et donc on avait rectifié le tir en faisant des sortes de gros cadres autour des châssis, espèce de grandes boîtes comme ça. Autour des châssis et qui se fermait par ces grandes portes un peu de ranch, toujours en châtaignier. Le projet quasiment fini, on voit notre église, notre télescopage de matière là, entre le châtaignier et le tuffeau. Et puis l'intégration du projet dans le contexte. On était contraint de l'alignement par rapport au tuffeau. Et puis bon, il y a une écriture un peu enfin, c'est un projet qu'on trouve toujours un peu étrange entre nous. L'intérieur, donc, alors là c'est pareil, ça se voit pas forcément sur les photos. En termes de matériaux, il y avait une exigence assez forte, donc il fallait soit fallait que ça reste pédagogique pour le visiteur. Donc là, le béton reste brut. Tout le doublage, là, il est en fer macelle non peint et non enduit, donc voilà, qui est posé comme des plaques de bois, juste vissé. On est en laine de chanvre au niveau de l'isolation et alors j'ai pas de photo parce que j'ai pas de photo côté pédago. Là, on est
en doublage bois à l'intérieur. Donc le maître d'ouvrage souhaitait montrer, enfin faire aussi une sorte pas de catalogue, mais en tout cas de pédagogie par rapport aux visiteurs, montrer ce qu'était qu'une conception environnementale et ce que pouvait donner comme ambiance, comme matériaux, tout ce qui était environnemental. Donc là, du coup, on a un lot peinture à 5 000 €, ce qui fait quand on traite de manière un peu plus brutale les intérieurs, c'est plus facile de se payer du tuffeau de l'autre côté. Voilà cette lumière du Nord, alors qu'on aime beaucoup, que vous avez vu sur les projets précédents, mais qui fonctionne assez bien dans ce genre d'espace. Ça, c'est un patio qu'on avait que vous aviez vu tout à l'heure en plan masse, qui est juste sur la gauche, là, qui est juste ici sur la gauche, qui creuse un peu le bâtiment et qui fabrique une transparence par rapport au hall ici, et puis la loire de l'autre côté. Donc on a traité de manière un peu zen, minérale, avec des copeaux d'ardoise. Parce que le maître d'ouvrage trouvait qu'on ne voyait pas assez d'ardoise dans le projet. Parce qu'effectivement, les toits, on ne les voit pas trop. Donc voilà, donc la face sud, alors là c'est pareil, ça c'est une livraison à l'été 2008, donc c'était pas encore planté. Ça l'est depuis. Toujours donc notre patio ici, qui reprend la même écriture qui reprend la même écriture que les autres ouvertures. Ici. Alors on n'a pas fait exprès, mais le patio il est axé sur l'église. Bon. C'est comme ça. Donc la façade sud, toujours. Et puis une photo un peu plus récente, là. Puis je vais terminer avec ce projet. Donc on vient juste de livrer début 2010, qui est un concours gagné en fin 2006, début 2007. D'ailleurs, qui est malheureusement un de nos derniers concours gagnés depuis 3 ans. Soit on les perd, soit on les gagne, mais ils ne se font pas. Donc on croise les doigts pour que le prochain se fasse. Mais on est un peu sur une sorte de série noire un peu bizarre. En tout cas, c'est le dernier concours gagné réalisé, puisque les concours gagnés récents sont sans suite. Alors l'écomusée de Rennes, c'est un peu le même programme qu'on a eu de la chance de tomber sur des programmes comme ça. C'est un peu comme le même programme que le parc naturel régional qu'on a vu précédemment. C'est des salles d'expo, de l'administratif, un grand hall d'accueil, et puis une volonté beaucoup moins poussée par le maître d'ouvrage sur les aspects environnementaux, mais malgré tout un budget assez conséquent pour pouvoir avoir assez de liberté. Donc là aussi un concours gagné a priori à l'arraché, ce genre d'informations qu'on sait a posteriori. On était contre des Parisiens, Naja depuis, et puis contre une équipe locale, et on n'était pas du tout pressenti. Il se trouve que l'histoire a priori c'est que l'élu qui poussait une des équipes était pas là au moment du jury. Donc coup de bol, on a dû passer in extremis. L'écomusée du Pays de Rennes, donc il se trouve en frange sud de Rennes, de l'autre côté de la rocade, mais dans un environnement hyper privilégié, hyper boisé, assez intéressant. Et en fait, l'écomusée, c'est une sorte de conservatoire à la fois agronomique et donc agronomique, animalier, et qui présente des expos sur le monde rural autour du Pays de Rennes. Il est actuellement dans cette espèce. Alors ça, c'est l'espèce d'affreux bâtiment d'accueil existant que le programme du concours nous demande d'intégrer dans le projet, parce que les expos ne se font pas là évidemment, mais se font dans une magnifique ferme en terre, à quelques centaines de mètres un peu plus loin. Donc j'ai malheureusement pas la photo. Ici, donc c'est le parking d'accès à l'écomusée. Parking d'ailleurs que nous, on a jugé plutôt pas mal et que les autres équipes, semble-t-il, détruisaient. Voilà ce magnifique bâtiment d'accueil. Donc, c'est pas nous qui l'avons fait, je vous rassure. Bâtiment, pourtant, qui date de 94, qui n'est pas si vieux que ça. Sacrée contrainte, on a direct envie de le raser, mais en fait, comme il y a un accueil existant qui doit être conservé pendant les travaux, le maître d'ouvrage et le programme nous demandent de le conserver et de l'intégrer à l'extension.
pas simple. Alors là, il y a des sanitaires existants, par contre, qu'on va prendre la liberté de supprimer, parce que de toute façon, ils ne sont pas du tout aux normes handicapées. Donc voilà, je fais un petit peu le tour de l'existant, donc pas facile. Des bureaux à 2,20 sous plafond en étage. Enfin, l'archi s'était fait plaisir là-dessus. Ouais, c'est un peu bizarre. Il y a des confrères qui ont des choses étranges. Il n'est pas là, j'espère. Donc la rocade sud de Rennes, la ferme musée. Donc ce magnifique bâtiment. Enfin là par contre c'est lui un super bâtiment. Hein. C'est une ferme, une énorme ferme qui alimentait au fait au 19e siècle toutes les garnisons et tous les lieux publics de Rennes. Donc qui était une espèce de centrale d'achat, comme on dirait aujourd'hui, de tout l'arrière-pays rennais, qui regroupait céréales, animaux, etc., et qui a ensuite alimenté hôpitaux, garnisons, etc., rennaises. Et donc c'est vraiment une ferme un peu prestigieuse, qui abrite les expos actuellement. Et donc ici, on a une sorte de parcours agronomique interne à l'écomusée, avec un conservatoire animalier, avec des espèces. Alors, ce n'est pas forcément des espèces en voie de disparition, mais c'est des espèces locales assez particulières. Et là, donc, on a les jardins ouvriers qui sont. Jardins familiaux, pardon, qui sont pas mal. Et là, donc, on a l'emplacement du projet avec le parking qu'on voyait, le bâtiment d'accueil existant et l'extension qui est demandée. L'extension permettant d'accueillir de nouvelles expositions, puisque l'écomusée s'est enrichi récemment de collections d'objets particuliers liés au monde rural. Donc ça, c'est le plan masse concours. Donc nous, on prend le parti de manière aussi économique et puis finalement durable, de ne pas s'étaler, d'être le plus compact possible, de conserver le parking existant qu'on trouve finalement pas mal. On n'a pas envie de mettre l'argent dans le parking, on va plutôt le mettre dans le bâtiment. Et l'existant, en fait, il y a une sorte de, sur les vues que vous avez pu voir avant, il y a une sorte de haie ici qui est intéressante, et puis surtout un espèce de petit cerisier, une sorte de bosquet de cerisiers qui est plutôt c'est plutôt un beau contexte. Enfin, d'une manière générale, on a la chance de travailler sur des contextes pas mal. Et donc nous, on décide d'être le plus compact possible en se mettant à cheval sur la haie, donc évidemment qu'on supprime puisqu'on n'a pas trop le choix, et en venant englober donc, le bâtiment existant que vous avez vu tout à l'heure par cette extension ici, avec d'une part une partie administrative demandée au programme, donc qui est ici en vert et en marron là, un grand hall qui serait traversant entre l'accueil et puis le parcours agronomique qui existe déjà, et puis la grande salle d'expo qui est un peu l'objet, enfin l'élément phare du programme. C'est une grande salle de 350 mètres carrés dont le programme est presque. Alors c'est pas une caisse vide, enfin c'est une caisse vide, mais le programme est hyper exigeant. C'est quasiment une salle de spectacle avec perche scénique, contraintes acoustiques fortes, contraintes visuelles, etc. Donc vraiment un élément presque de scène pour cet élément-là. Alors on s'est pris pas mal la tête en phase concours à comment faire pour intégrer ce bâtiment-là existant. Et du coup, on a proposé une extension qui vient en continuité de ce bâtiment, même en continuité formelle en termes de toiture, mais tout en essayant de le déformer. La grande salle d'expo va venir ici, donc s'ouvrir sur la, comme on le voit ici en plan masse, sur la cerisier là au nord. Et on va avoir des bureaux demandés qui vont venir à cheval un peu et marquer l'entrée et traversant nord-sud avec un hall sur double hauteur. Donc là, ça c'est l'image concours, donc gagner avec ça c'est un peu chaud, mais bon. Voilà, il y a d'ailleurs une petite histoire. Les moutons qui sont là viennent d'une photo en Éthiopie qu'on avait faite, une espèce de collage un peu
puisque de toute façon on est dans un conservatoire également animalier, donc on trouvait intéressant d'y raccrocher notre histoire aussi. Et là en fait on est parti sur un motif donc sur une sorte de façade un peu signal. La grande contrainte du concours était que ce bâtiment existant n'était pas lisible, c'est-à-dire que les gens viennent, se garent et se disent, et repartent quasiment parce qu'ils ne trouvent pas l'écomusée, se disent est-ce que c'est là, ce bâtiment existant, et il est laid, est-ce que c'est vraiment ça l'entrée? Et du coup, l'une des contraintes était de rendre lisible et visible l'objet écomusée. Donc on a proposé par cette frontalité-là, une sorte d'épiderme un peu signal et justement qui donne une lisibilité au programme, en réutilisant une technique qui est utilisée dans le pays rennais, enfin plutôt du nord de Rennes, qui est une technique de bardeau de châtaignier qu'on trouve aussi d'ailleurs sur l'abbaye du Mont-Saint-Michel. On a des toits en écailles de châtaignier. Ça nous paraissait aussi intéressant par rapport au programme Écomusée, qui est un conservatoire animalier, un conservatoire du monde rural, de réinterpréter des techniques traditionnelles de façon aussi à fabriquer une sorte de conservatoire. Bon, c'est un peu notre histoire à nous, mais ça a été bien compris par le maître d'ouvrage, a priori, puisque le concours on a été jugé lauréat là-dessus, par cette proposition même un peu massive de frontalité sur le parking. La façade, alors ça c'est une entorse à la conception bioclimatique, parce que de toute façon on peut pas c'est toujours théorique, on peut pas jamais être dans la perfection. Là, on est à la façade sud, une conception bioclimatique, il faudrait qu'on s'ouvre au maximum. Sauf que là, on est en salle d'expo. La salle d'expo, le programme nous demande d'être entièrement opaque et le plus black possible. Donc, on fait une boîte noire qu'on vient barder. Et au nord, par contre, on a cette magnifique ceriseraie là. Et donc, on vient par contre s'ouvrir dessus. Le bâtiment existant, on l'habille d'un vert forêt, histoire de le fondre un petit peu dans le paysage. Et le hall, ça c'est les images concours, hein, c'est marrant de voir ça. Le hall donc traversant sur double hauteur avec nos bureaux à droite et à gauche, le bâtiment existant en vert forêt là, qui est bien intégré. Et puis donc le parcours agronomique qui démarre de l'autre côté. Et ça c'est un vieux trip qu'on avait, qu'on a proposé au concours. C'était de faire une structure en vrai arbre, enfin en vrai tronc. On était dans un écomusée, c'était l'occasion de le faire. C'était d'ailleurs un vieux trip qu'on avait avec Duncan là-dessus. Je suis content, on l'a fait avant lui. C'est drôle. Donc voilà les plans rez-de-chaussée. Ça c'est des plans un peu ultérieurs au concours, mais il y a eu assez peu d'évolution. Donc avec le bâtiment existant ici, on voit la trame parallépipédique, l'extension avec le hall en dessous, enfin la banque d'accueil du hall, une partie sanitaire, entretien, etc. Et puis la grande salle d'expo avec les locaux attenants, stockage et préparation. Deux sas, donc sud et nord, pour des raisons thermiques également, et puis qui permettent d'initier le parcours agronomique. L'étage, donc on n'a pas tant que ça de bureaux, j'allais dire une batterie de bureaux, mais on a 2 bureaux côté sud, 2 bureaux côté nord, des locaux plutôt techniques ici, archives, personnel, etc. Et puis les bureaux existants, donc toujours dans cette forme parallépipède, là, et qu'on vient prolonger ici en déformant le parallépipède. Le projet réalisé, c'est vrai que là j'ai pas de photo de chantier à vous montrer, c'est pas grave si vous l'avez brut comme ça. Donc on a le bâtiment existant qu'on voit assez peu là ici, on le verra tout à l'heure. Un socle en béton, alors qui devait être un peu plus marron. On voulait retrouver presque un aspect un peu terrien au béton, à l'image de la ferme qui est un peu plus loin. Notre salle d'expo qui se développe ici, nos bureaux et puis notre structure un peu, voire très rurale et très rustique qui va venir porter ces éléments-là.
Et puis l'image qu'on voulait donner à l'écomusée, c'était aussi qu'on avait sur l'image concours, hein, c'était ce film-là qui vient filtrer les puisque là on est plein sud. Hein. Donc ce film-là qui vient filtrer le soleil pour les bureaux, c'est une photo d'un cochon de Bayeux. Qui est un cochon conservé dans le conservatoire, qui est dans le parcours agronomique et dont on s'est pris la tête pour le prendre en photo parce qu'à un moment donné il bougeait un peu beaucoup et donc qui a été mis en... Bon, c'est un peu aussi notre approche ludique, hein. Il faut être sérieux et décalé. Je monte sur le toit. Alors on avait un peu de budget et on tenait vraiment à ce que cet élément-là en bois rectifié là, se retourne comme une enveloppe. Et donc, effectivement, il se retourne comme une enveloppe. C'est presque une coque de bateau inversée. Là, on est en phase où la toiture végétalisée n'est pas entièrement posée. On avait eu un super charpentier là-dessus. Hein. Entreprise Cruard, je suis obligé de les citer. Mais... Bon, et puis, un super maître d'ouvrage, Rennes Métropole. Je suis obligé de le citer aussi, mais non, c'est... des projets où on a de la chance. Donc le parking existant, on n'y a pas touché. Là, c'est en plein hiver. Il vient juste d'être livré, donc c'est des photos assez récentes. Les arbres sont évidemment, on est en plein hiver, donc on n'y a pas touché. On a juste surélevé légèrement de l'autre côté pour des histoires de niveau par rapport aux accès. Le bardeau, donc là, c'est un dessin. En fait, on a dessiné presque un motif de tapisserie 1 mètre par 1 mètre. Et puis, on a fait faire, un peu comme on avait fait à Laval au tout début, un prototype par l'entreprise et qu'il a décliné sur toute la façade. Là, on a eu des poseurs, des super poseurs pour la réalisation de cette enveloppe-là. Un bardeau sans ces petits redans-là, ça peut être un peu dur. Hein. On tenait beaucoup à ce motif particulier. Une petite particularité, il y a des caméras partout. C'est un peu dommage, mais on est au sud de Rennes. De l'autre côté de la rocade, il y a un quartier un peu sensible et il y a une sorte de paranoïa de l'utilisateur sur sur son propre bâtiment. Là, ça ne vient pas du maître d'ouvrage, mais de l'utilisateur qui a peur que son bâtiment crame. Parce que de temps en temps, effectivement, la nuit, il y a eu des bagnoles qui venaient cramer sur le parking. Donc on va rentrer dans le bâtiment, on passe sous cette grande boîte avec le sas là en béton. On est de l'autre côté du sas, on retrouve les troncs porteurs qui continuent à l'intérieur. On a ce hall d'accueil et puis donc la banque d'accueil ici. Le bâtiment existant, donc on retrouve ici en fond ravalé en verre forêt. Et puis donc le bois rectifié de la boîte qui se retourne en sous-face. Donc là, on est on fait le tour du hall. C'est pas un très grand bâtiment, hein. On est on s'est à peine retourné. Là, on est de l'autre côté, donc on voit. Là, on regarde je reviens en arrière, mais on regarde de l'autre côté. On regarde côté sud. On se retourne. La banque d'accueil. Les passerelles qui relient les bureaux entre eux, donc au-dessus du hall, vitré. Et c'est vrai que alors là, en termes de matériaux, il y avait une volonté évidemment du maître d'ouvrage de cette identité d'écomusée qui devait se lire. Donc c'est sûr que là, on a évité tout ce qui était placo blanc, etc. Et puis évidemment, comme là par contre il y avait un peu de budget, donc il y a beaucoup de bois évidemment en parement intérieur. Le bois devant être M1, c'est pas évident de trouver des essences. C'est toujours un peu plus cher. En plus, on est en isolant chanvre un peu partout, donc c'était pas forcément évident. On est sur les circulations à l'étage.
Donc avec vue sur le hall. Donc la charpente du hall reste apparente. Je suis sur une des passerelles de l'étage. Un des bureaux donc côté sud. Donc toujours le même bureau. La grande salle d'expo. Alors j'ai pas beaucoup de photos parce que c'était encore en fin d'installation. Mais là on a des prestations un peu presque de salle de spectacle avec, ça se voit pas trop sur la diapo, mais on a des perches scéniques un peu partout, un plafond acoustique, il y a une batterie d'éclairage, et puis donc ces ouvertures en cannelé un peu en éventail là sur le bosquet de cerisier au nord. Notre petit gimmick là qu'on trouve un peu sur nos projets côté parking. Et puis quelques vues de fin d'après-midi, donc côté nord, donc avec les éléments de bureau qui ressortent, le bâtiment existant qui a été ravalé en verre forêt, et puis notre ceriseraie qui a été conservée jusqu'à la limite où on pouvait le faire, avec la façade en éventail de la salle d'expo. Je suis en mi. Alors voilà, le motif il disparaît un peu en fin d'après-midi, et puis de nuit il disparaît complètement, c'est assez étonnant. Allez, je vais terminer là-dessus a priori. Voilà une vue des jardins familiaux dans le contexte du projet. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un rituel de questions, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, je sais qu'il est tard, mais si éventuellement il y a l'une ou l'autre question, c'est profitez-en. Eric. Ouais. Les poteaux en tronc, je sais que moi j'avais fait des meubles il y a très longtemps. L'ébéniste avait refusé même pour des meubles d'utiliser directement un tronc massif parce qu'il avait peur que ça fende. Et en fait il a fallu faire tout un tas de mettre une âme métallique. Enfin voilà, comment est-ce que très rapidement comment tu Si c'est le cas. Alors il y a une platine. Alors on le voit sur l'image là. Il y a une platine métallique en T qui est incrustée dans la dalle béton et qui ne monte pas toute hauteur, qui est juste sur 20 cm là, en pied et puis en tête. Après en tête elle est prise par la charpente, le solivage du plancher. Et sinon bon, par contre le tronc il n'y a pas de métal, enfin le métal il est juste là. C'est un châtaignier massif. Alors il faut dire qu'on a eu un super contrôleur technique. C'est vrai que ça se joue à peu de choses, mais c'est un contrôleur technique qui a fait partie d'un bureau d'études précédemment, donc qui n'était pas forcément figé. Et en tout cas, si c'est du châtaignier massif et il n'y a pas d'autre métal dedans. Oui. Sur les voyages, c'est vrai qu'on les... Enfin, nous, on est assez férus de culture architecturale d'une manière générale avec Anne-Flore. Donc, c'est vrai qu'à l'école d'archi, on passait pas mal de temps à la bibliothèque, j'avoue. Donc, c'est vrai que les voyages, on les prépare pas mal, que ce soit ou pour voir
du patrimoine ancien, comme en Norvège, je le montrais sur les églises, ou du patrimoine plus contemporain. Donc c'est vrai qu'on ne se fait pas des circuits, mais ils sont assez préparés. Dans le cadre de bourse, forcément, en ce qui concerne l'Anvers des Villes ou la Villa Médicis, là, c'est sûr que c'est des dossiers qui sont préétablis à l'avance et qui sont préparés et ciblés par rapport à l'objet de la bourse. Et donc forcément, on se fabrique une sorte de banque de données qui survient de temps en temps dans les projets, pas forcément de manière... Enfin, c'est pas forcément spontané d'ailleurs, oui, c'est pas forcément... Oui. Des fois, c'est a posteriori, on se dit, tiens, ça ressemble à un truc qu'on avait vu, etc. C'est pas forcément on repique pas forcément la banque de données pour faire le projet. Il y a une sorte d'aller-retour qui se fait et on s'en rend compte pas. Là, l'histoire de l'église norvégienne par rapport à l'écomusée, on s'en est... C'est un peu hors sujet, enfin pas vraiment, mais par rapport à des questions que je pense, comment dire, pour lancer une carrière un petit peu... Finalement, l'expérience des bourses a dû être très formatrice et donc ça, peut-être, est-ce que vous posez la question? Je sais pas, je la pose à votre place parce que moi je peux plus en avoir. Je crois que je suis trop vieux, mais vous savez, où est-ce qu'on trouve ces choses-là? Il y a des sites, parce qu'il paraît qu'il y en a pas mal, souvent même pas pourvu des choses comme ça. Ouais, comment vous faisiez vous ça? Parce que oui, on recherchait bibliothèque, etc. Ouais. Donc l'Anvers des Villes malheureusement n'existe plus. Pour les raisons que je vous ai dites. Il existe toujours la Villa Médicis. Il y en a une qu'Anne-Fleur avait eue, c'est la Bourse EDF, qui a changé de nom, mais c'est toujours la Fondation Electa à Paris, là, qui est une bourse annuelle pour jeunes archis. Alors, faut pas avoir... C'est moins de 30 ans, je crois. Enfin, il faut être diplômé de moins de 5 ans. Il y a une histoire comme ça. Celle-là, elle est bien à tenter parce que... parce qu'il y a des sous, forcément, et puis c'est vraiment de la recherche pure. Il y a pas... Il y a un objectif de résultat, mais il y a une petite expo à la fin, mais ce n'est pas forcément très contraignant. Il y a un sujet annuel et celle-là, il faut la présenter. Ouais. Enfin, j'invite tous à la présenter, parce qu'il n'y a pas tant que ça de gens qui la présentent, celle-là. Alors, elle ne s'appelle plus EDF, je crois que c'est Electa ou un nom comme ça, ou Fondation EDF. Et les autres, il en existe d'autres, après, plus privés, que je ne connais pas forcément. Mais non, c'est vrai qu'il faut fouiller, parce que en plus, on a toujours l'impression que c'est pipé, c'est des histoires de réseau, etc. Donc forcément, si on se dit que c'est des histoires de réseau, on ne les présente pas. Mais du coup, il n'y a pas grand monde qui les présente. Donc il ne faut pas se laisser effrayer par les réseaux parisiens. Moi j'ai des questions, mais je vais les poser tout à l'heure. Dans ce cas, comment on conclut une conférence? En disant merci. Merci beaucoup Hervé. Ouais. Merci. Et merci à tout le monde d'être venu. Et peut-être j'en peux en profiter, les prochaines conférences. Lise, comment tu as déjà... Quand la prochaine conférence? On sait ça? On le dit pas? Non mais ce serait bien. Il y en a une qui n'est pas encore confirmée, qui est avec l'agence RCR Architectes d'Espagne, qui est normalement prévue le 16 mars, mais on n'a pas encore une confirmation. Et la semaine précédente, le 11 mars, qui est un jeudi, c'est sur un thème un peu plus culture architecturale, théorie architecturale. Et là, on fait venir un intervenant, Frédéric Caillard, qui va parler de soulage. Et en fait, le mien, c'était RCR, avant quelqu'un qui veut construire des soulages. Et en fait, c'était de faire une petite introduction un peu plus culture artistique sur soulage la semaine qui précède. Donc le 11 mars, un jeudi à 18h, ça c'est confirmé, Frédéric Caillard. Et le 16 mars, encore à confirmer, l'agence d'architecture. Voilà. Merci. Donc à bientôt. Merci.